D'accord, donc la vidéo numéro 3. D'accord, donc je vais continuer la partie numéro 2. Donc on a déjà parlé des intervenants dans l'opération de construction et on a déjà dit que nous avons un nombre minimal de 3. Donc un nombre minimal de 3, ça correspond à une opération simple. D'accord, mais bien sûr, la plupart des ouvrages, surtout pour les ouvrages d'art, d'accord, l'opération il est un peu consistante. Les travaux ils sont énormes, ils sont un peu plus compliqués, ce qui fait on aura besoin de plus de 3 personnes. D'accord, donc je vais continuer avec le schéma. Donc le minimum c'est 3, c'est ça, mais on a aussi d'autres intervenants. Donc autres intervenants, à part les 3 qu'on a déjà vus, d'accord, nous avons d'autres. D'accord, donc autres intervenants comme qui? Donc, premièrement, d'accord, donc comme qui? Comme par exemple, si nous avons par exemple les ouvrages d'art, la plupart des ouvrages d'art, ils sont construits sur des terrains vierges. Ça veut dire quoi vierge? Ça veut dire des terrains qu'on n'a jamais mis les pieds, des terrains qui sont non nivelés, d'accord? Donc c'est pourquoi, d'accord, on aura besoin d'un topographe, d'accord? Donc ici on aura un topographe. Donc le topographe. Donc, bien sûr, le topographe, vous faites la topographie, d'accord, dans votre première année, et vous savez c'est quoi la topographie et qu'est-ce qu'on fait dedans. Donc, le topographe, il est là pour effectuer, en fait, pour préparer les plans topographiques du plan, le nivellement, d'accord, le nivellement du terrain, d'accord, de déterminer les coordonnées du terrain, de déterminer les bornes, de donner les plans, comment dirais-je, les profils en long, les profils en travers du terrain sur lequel on veut bâtir, d'accord. Donc le topographe, sa mission c'est quoi? C'est de préparer les études topographiques ou bien d'établir, d'accord, d'établir les plans topographiques. Les plans topographiques. D'accord, tout ce qui est nivellement, tout ce qui est coordonnées, tout ce qui est bornes, d'accord, donc les bornes de terrain, d'accord, les profils, d'accord, les profils en long et le profil en travers, d'accord, les coordonnées, d'accord, les coordonnées du terrain, d'accord. Donc ça c'est pour le topographe, ça surtout pour les terrains c'est comme la première fois où on va sur lesquels on va construire quelque chose, d'accord. Donc deuxième, on peut avoir aussi des, donc je peux mettre ça, coordonnées quelque part, d'accord. Donc ici, je n'ai pas assez d'espace. Donc les coordonnées ici, je peux mettre ici les coordonnées. D'accord, les coordonnées terrain. Donc aussi, je peux faire appel à un bureau de contrôle. Donc un bureau de contrôle. Donc le bureau de contrôle, c'est quoi? C'est comme un bureau d'études. Sauf que c'est pas lui qui va établir les plans, mais c'est lui qui va vérifier les plans, qui va vérifier les travaux. D'accord? Donc c'est un ensemble, il regroupe un ensemble d'ingénieurs, d'accord, et de techniciens. Le rôle, la mission d'un bureau de contrôle, c'est le contrôle en fait. C'est le contrôle. Qu'est-ce qu'il contrôle? Donc on a des ouvrages, d'accord, on fait appel à un bureau d'études pour contrôler les travaux. D'accord? Pour contrôler les travaux. C'est-à-dire contrôler
l'exécution, d'accord? Comment il se fait? Est-ce qu'il se fait dans les exécutions? Est-ce qu'ils se font de la bonne manière en respectant le cahier de charge, comme on a déjà dit? Est-ce que l'entreprise respecte les plans, d'accord? Donc exécution et aussi l'avancement des travaux. D'accord? Mais aussi, je peux faire appel à un bureau de contrôle, d'accord, pour contrôler les calculs de bureau d'études. Donc, pour contrôler le bureau d'études. C'est-à-dire quoi? Vérifier les notes de calcul. Pour qu'on soit sûr et certain que les calculs faits par le bureau d'études, il n'y a pas d'erreur. Parce que, écoutez, pour des ouvrages qui sont très très importants, le fait de commettre une erreur, ça va vraiment... Ça a un impact très 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 colossal sur le coût du projet. Donc on ne peut pas accepter, même, c'est pas par mauvaise foi, mais par une bonne foi, même l'erreur comme ça m'a fait humaine, on ne peut pas la pardonner parce que ça va engendrer des coûts et des charges, il y a des fois des problèmes, d'accord? Donc c'est pourquoi on met un bureau de contrôle. Donc il n'est pas là, c'est pas comme un policier, d'accord? Mais c'est surtout pour veiller, pour aider, d'accord, les intervenants, l'entreprise et le bureau d'études à ne pas commettre des erreurs, d'accord? Si, d'accord, nous avons des erreurs, il faut les voir avant, il faut les corriger avant de passer à l'action, c'est-à-dire passer à la réalisation de l'ouvrage, d'accord? Et bien sûr, trouver les solutions possibles, d'accord, en cas de problème. D'accord? Donc le bureau de contrôle, il est là pour faire quoi? Pour contrôler les travaux, c'est-à-dire contrôler l'entreprise en fait. D'accord? Donc ici, c'est contrôler l'entreprise. Donc, comment il fait? Le bureau d'études, bien sûr. Donc, il fait des passages, d'accord, des passages sur chantier d'une manière inopinée. Il peut prendre des échantillons des matériaux, d'accord, et demander des essais sur ces matériaux, est-ce qu'ils sont conformes ou non conformes, d'accord. Et bien sûr, il va rédiger un rapport, d'accord, qu'il sera bien sûr transmis à notre maître d'ouvrage et à notre maître d'œuvre, d'accord, pour voir est-ce que c'est vraiment, est-ce que l'entreprise respecte vraiment le cahier de charge et les plans, d'accord. Et bien sûr que Bootlicom, c'est aussi, ça peut aussi contrôler, il peut aussi faire le contrôle des notes de calcul faites par le bureau d'études, d'accord. Donc ça c'est le deuxième. Donc on peut aussi rajouter d'autres, d'accord. Donc on peut faire appel à d'autres organismes, d'accord, à d'autres intervenants, comme par exemple ce qu'on appelle le pilote OPC. Le pilote OPC. Donc le pilote OPC, qu'est-ce qu'il fait? La fonction d'un pilote OPC, c'est qu'il fait ça. C'est l'abréviation de 3 tâches. O, c'est ordonnancement. D'accord? P, c'est le pilotage. Et C, c'est la coordination. Donc, ça veut dire quoi ordonnancement? Ça veut dire quoi pilotage? Ça veut dire quoi coordination? Donc, ordonnancement, ça vient de l'ordre. Ordre. C'est-à-dire, je veux construire un bâtiment. D'accord? Bien sûr, il y a un ordre que je dois suivre. Je ne peux pas, par exemple, commencer par la fondation avant de terminer les terrassements. Je ne peux pas couler la dalle avant que la fondation soit bien faite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait le pilote OPC? Il met en ordre. D'accord? Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de mettre en ordre, d'accord? En ordre logique des choses. Bien sûr, il y a une logique la construction. D'accord? Comme j'ai déjà dit, on ne peut pas commencer la fondation avant les terrassements. Donc, mettre en ordre logique et aussi chronologique des tâches. Chronologique, c'est-à-dire par rapport au timing, par rapport au temps. Quelle tâche doit être faite avant, quelle est la tâche qui doit suivre, quelles sont les tâches qu'on peut les faire simultanément, ainsi de suite. Donc, chronologique. Tout ça, pourquoi? Pour arriver à respecter en fait le délai et respecter le coût de projet. D'accord? Donc, mettre en ordre logique et chronologique de quoi? Des tâches à réaliser. Donc, les tâches qu'on veut réaliser doivent être bien ordonnées, d'accord, dans un planning.
Le pilotage, donc on dit pilote, c'est quoi le pilote? C'est la personne qui va guider. D'accord? Donc le pilote, c'est la personne qui va conduire. Donc le pilotage, c'est quoi? C'est la conduite en fait des travaux. C'est la conduite. C'est la conduite des travaux. C'est lui qui va conduire la conduite des travaux. Surtout dans le cas, comme j'ai déjà dit, on parle toujours dans un projet où il y a beaucoup de choses à faire, d'un projet qui est important. Donc la plupart du temps, on ne trouve pas une seule entreprise qui va faire tout. La plupart du temps, on trouve plusieurs entreprises qui vont travailler ensemble sur le même chantier et chaque entreprise, il a sa mission. Donc maintenant, pour organiser ça entre les entreprises, ça demande une tête, ça demande quelqu'un qui va piloter ça, qui va dire, voilà, donner des décisions, d'accord? Par exemple, des fois, on a des délais, d'accord, qui sont des délais entre les entreprises qui sont des fois trop liés. Par exemple, l'entreprise doit finir la tâche pour que l'entreprise numéro 2 commence. Et des fois, l'entreprise 1 trouve des problèmes et il a un dépassement, il fait des retards. Et l'entreprise 2, il réclame, voilà, normalement je dois commencer à la date X, mais normalement l'entreprise 1 n'a pas encore fini. Donc si on va laisser ça, ces conflits, ça sur chantier entre les entreprises, on va pas s'en sortir, d'accord? Donc il nous faut quelqu'un qui va diriger les choses, qui va dire, voilà, quel est le responsable de cette tâche, qu'est-ce qu'il va faire, comment on va gérer ça, d'accord? Donc la conduite des travaux et la coordination, c'est quoi? C'est en fait la gestion, d'accord, des relations entre les entreprises. Donc on a des réunions des entreprises. D'accord? Donc on a des réunions qu'on fait sur chantier pour voir l'avancement du projet. D'accord? Donc la coordination, c'est quoi? C'est la gestion des relations entre les entreprises. Comme j'ai déjà dit, donc sur chantier, on fait des réunions. Comme on a plusieurs entreprises, imaginez un truc, vous avez plusieurs entreprises en même temps qui travaillent. D'accord? Donc on a des réunions qu'il faut programmer, qu'il faut organiser, on a des visites de chantier. Donc pour faire ça, d'accord? Donc il nous faut quelqu'un qui va gérer tout ça. D'accord? Donc c'est le rôle de pilote OPC. D'accord? Donc c'est ça, le pilote OPC. Maintenant on va passer à un quatrième, on peut donner un quatrième aussi. C'est les entités locales. D'accord? Donc on peut faire aussi appel à des organismes publics, d'accord, public ou privé. Donc pour la construction, des fois on fait appel à des organismes publics ou privés. Par exemple, pour un bâtiment, pour l'alimentation, le branchement avec le réseau collectif, bien sûr, il faut faire appel à la LIDEC. Par exemple, à Casa, il faut faire appel à la LIDEC ou l'ONE. Donc tu dois communiquer avec un autre organisme pour avoir, par exemple, le plan cadastre, d'accord, pour avoir, par exemple, les autorisations. Donc on fait appel, par exemple, pour le branchement de la connexion, la télé, la DSL, ainsi de suite. Donc il faut faire appel à Tisalat Maghreb ou d'autres opérateurs, d'accord. Donc c'est ça, c'est que des fois on a aussi on fait appel à d'autres organismes, d'accord, pour la mise en place des choses, d'accord, qu'on a besoin pour notre projet, d'accord. Donc ici, ça peut être, je dis, maintenant, pour le branchement eau potable, EP et bien sûr eau usée, d'accord. Aussi pour l'électricité, d'accord, pour tout ce qui est internet, ainsi de suite, d'accord. Donc ainsi de suite, etc. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, d'accord, mais d'accord, ça je pense que c'est plus suffisant, d'accord, pour le module, d'accord. Donc c'est ça l'autre intervenant. Donc nous avons normalement 3 et il faut rajouter ces autres intervenants dans le cas où on a vraiment un projet important. Donc Miss Bellier pour les conducteurs de travaux, c'est toujours ça, d'accord. Il n'y a pas que le maître d'ouvrage, c'est très rare de trouver un projet avec un maître d'ouvrage, entreprise et le maître d'œuvre. C'est toujours, on a des bureaux de topographe, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, des pilotes en PC, ainsi de suite.
D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, je vais passer à 3 qui sont les types, les types de mètres. D'accord? Donc je vais effacer tout ça. Donc je vais effacer ça. Très bien. Donc, je vais passer à 3. 3. Donc, à 3, c'est quoi? C'est les types de métrés. Les types de métrés. Bien sûr, pour vous expliquer les types de métrés, il me faut je dois expliquer en fait comment une opération de construction, comment il se déroule. Donc une opération de construction, je vais essayer de la schématiser sur une échelle de temps. Donc je vais prendre une échelle de temps comme ça. D'accord, donc ça c'est l'échelle de temps. D'accord. Ici vous avez T0. D'accord. Et ça, c'est le temps en fait. D'accord? Comme j'ai déjà dit, pour réaliser un projet, la première personne qui s'affiche, d'accord, c'est qui? C'est en fait le maître d'ouvrage. D'accord? Donc la première des choses, c'est le maître d'ouvrage. Donc à T0, nous aurons un maître d'ouvrage ici qui va demander, d'accord, qui va annoncer son besoin de construction. Donc ici, le maître d'ouvrage. D'accord? Donc, ce maître d'ouvrage, d'accord, qui on a déjà, on a pour qu'il puisse faire ça, d'accord, il a besoin d'exprimer, il va vous donner l'idée de projet, donc l'idée de projet, d'accord, et bien sûr, il doit avoir bien sûr le financement, d'accord, c'est-à-dire l'argent, d'accord, pour financer le projet de A à Z. D'accord? Donc, le maître d'ouvrage, supposons par exemple, je veux réaliser un bâtiment. Je vais prendre un exemple, d'accord, concret. Maintenant, je veux construire un projet. Donc, mon projet, mon maître d'ouvrage, il veut construire par exemple un bâtiment. D'accord? Un bâtiment, maintenant, R+3. D'accord? Donc je prends Monsieur X, d'accord, qui veut réaliser un bâtiment. Donc la plupart du temps, Monsieur X, d'accord, n'a pas de connaissances techniques. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser à un maître d'œuvre. Donc je vais prendre ici le maître d'œuvre. Ici, le maître d'œuvre. D'accord? Le maître d'œuvre, donc ici. Donc le maître d'œuvre, donc la partie numéro 1 qui se fait entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, il sert à quoi? C'est la partie étude. Donc ici c'est la partie étude, c'est la partie où on va faire les études. Donc ici c'est les préparations des études, d'accord, techniques et les plans. D'accord, les études et les plans. Donc, déjà, avant de commencer les études, d'accord, le maître d'ouvrage, toujours, avant qu'il commence les études, avant qu'il commence les choses un peu officiellement, déjà, une question qui se pose, et toujours une question qui pose, c'est quoi? C'est combien ça va me coûter? D'accord? La première des choses, est-ce qu'il veut s'assurer que son argent, il est suffisant, d'accord, pour financer le projet? D'accord? Il ne peut pas commencer un projet et se retrouver à la fin que l'argent manque et on ne peut pas continuer. D'accord? Donc il veut s'assurer que voilà, est-ce que vraiment l'argent que j'ai,
d'accord, le budget que j'ai, est-ce qu'il peut couvrir en fait la charge ou bien les charges relatives à ma réalisation, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait? Avant de commencer les études, il y a le maître d'ouvrage qui va essayer d'appeler le maître d'œuvre. Donc par exemple, dans notre cas bâtiment, il va chercher quel est l'architecte, d'accord, le plus compétent dans la zone. Il va demander à droite et à gauche les amis, la famille, d'accord, est-ce que vous connaissez un architecte, d'accord, et bien sûr on va lui recommander un. Et il va l'appeler, d'accord, monsieur Flynn, donc voilà, j'ai un projet de bâtiment R+3. Bien sûr, l'architecte, il va lui demander c'est dans quelle région, quelle est la surface, donc quelques informations en général. Et la question suivante qui va être posée, c'est quoi? C'est à votre avis combien ça va coûter? Donc à ce stade-là, le maître d'œuvre, qui est par exemple l'architecte, peut donner une estimation. Cette estimation, elle n'est pas précise. Bien sûr, elle n'est pas précise parce qu'on n'a rien fait. On a dit, pour donner une estimation, il nous faut un calcul de quantité. Donc maintenant, je n'ai rien, je ne peux pas donner une estimation précise, mais l'architecte, puisqu'il a de l'expérience professionnelle, il a déjà réalisé des bâtiments R+3 dans la zone indiquée par le maître d'ouvrage, il peut te donner un ordre de grandeur. Donc il va lui dire par exemple, ça va varier entre temps et temps. D'accord. Et notre maître d'ouvrage, il va voir est-ce que son argent il est dans cet intervalle-là. D'accord. Donc cette première estimation, elle est appelée métrée. Donc c'est un métré. Mais c'est un métré qui se fait avant. D'accord. C'est un métré qui se fait avant. D'accord. Donc à ce stade-là, je peux mettre qu'il y a un métré qui se fait. D'accord. Ce métré-là. D'accord. Ce métré-là. Et il s'appelle l'avant-métré. L'avant-métré. Et cet avant-métré, donc nous avons plusieurs en fait avant-métrés. Donc ça dépend l'avancement des études et des plans. Donc la première c'est ce qu'on a dit que la première estimation elle qui est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Le maître l'estimation sommaire. Donc l'estimation sommaire. Sommaire, ça veut dire global. L'estimation sommaire, elle est basée surtout sur l'expérience, d'accord, sur l'expérience professionnelle de notre maître d'ouvrage, d'accord, du maître d'œuvre, MEE, d'accord. Mais bien sûr, une fois notre maître d'ouvrage, il va être sûr et rassuré que l'argent qu'il a peut couvrir les charges. Donc, il peut être encouragé, d'accord, à continuer. Donc, c'est pourquoi il va demander d'établir des plans, des études, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que notre maître d'œuvre avance dans les études et les plans, il fait des estimations. Donc, jusqu'à le plan définitif, l'APD, ici, on peut sortir un coût estimatif, d'accord. Donc, ici, on peut sortir des coûts estimatifs, d'accord, pour donner exactement un devis estimatif, d'accord, du projet, d'accord. Donc on peut faire ici, je vais l'appeler par exemple un coût estimatif, c'est ça, un coût estimatif du projet qui est pas trop précis, pas trop réel, mais c'est la valeur la plus proche de la réalité, d'accord. Il est basé bien sûr sur les calculs des plans. Et en fait, c'est ça ce qu'on va faire là, le module, c'est on va établir les avant-métrés. Donc un avant-métré, c'est quoi? C'est un métré qui se fait où? Contexte, c'est avant la réalisation. Non, on n'a pas encore choisi l'entreprise. Donc à ce stade-là, on n'a que les études, on n'a que les choses sur plan. Donc on peut faire notre avant-métré pour déterminer le coût estimatif. D'accord? Donc ce coût estimatif, il va nous servir aussi pour choisir l'entreprise. Parce que une fois que tu vas annoncer que tu as un projet de construction, il n'y a pas une seule entreprise qui va se proposer, mais il y en a plusieurs qui vont être intéressés par l'offre. D'accord? Donc maintenant, pour choisir laquelle, il me faut une base. Bien sûr, la base, il y a un dossier. Donc normalement, l'entreprise prépare un dossier administratif jugeant que l'entreprise elle est en règle par rapport à la loi. Tout est payé, d'accord, l'assurance, ainsi de suite. Et aussi le dossier technique. Deuxièmement, c'est le dossier technique, c'est dans lequel l'entreprise il explique et il essaie d'écrire les moyens qu'elle a et les moyens en matériel et en main-d'œuvre et en matériaux nécessaires pour la réalisation
de l'ouvrage. Et bien sûr, à la fin, il faut donner une estimation de coût. Donc l'entreprise propose un coût. Donc à partir de ce coût donné par l'entreprise, je vais le comparer avec mon coût estimatif. C'est pourquoi je dis toujours le coût ici, le devis ici, établi par notre maître d'œuvre, il est secret. Normalement, il doit rester secret. Pourquoi secret? Parce que l'entreprise, s'il connaît le coût estimatif de notre projet, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il peut tricher, bien sûr. D'accord? Par exemple, quand tu fais un exercice où tu connais la réponse, donc qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, tu peux commencer à faire des calculs, mais là, avec le calcul, t'attaches la valeur, je vais te dire, tu fais n'importe quoi, mais tu as la valeur, c'est tout. D'accord? L'essentiel, c'est la valeur est juste. Donc c'est la même chose, c'est que les entreprises peuvent tricher et donner un chiffre qui ne reflète pas la réalité, d'accord? Donc juste coller, ils vont juste prendre la valeur déjà estimée par le maître d'œuvre, d'accord? Donc ensuite, après ça, donc bien sûr on va passer à la réalisation. Donc ici à la réalisation, nous aurons notre entreprise. Donc ici l'entreprise va intervenir pour... Bon, pardon. L'entreprise va intervenir, d'accord? L'entreprise va intervenir pour réaliser le projet, d'accord? Donc ça c'est la phase, c'est la phase de réalisation. Donc je peux mettre l'entreprise ici, d'accord? Je peux mettre l'entreprise ici. Donc l'entreprise ici, et j'ai cette phase-là, c'est la phase quoi? C'est la phase réalisation. C'est la phase réalisation, qui est la phase bien sûr exécution. C'est la réalisation. Et ici c'est la phase étude. Donc nous avons phase 1, et nous avons phase 2. D'accord? Donc la réalisation, ici l'entreprise, il va gagner le marché, donc il va prendre le marché pour commencer les travaux, donc il va commencer à travailler, à réaliser votre ouvrage. Donc est-ce qu'à ce stade-là, j'aurai besoin de faire un maîtrise? Bien sûr. Donc, bien sûr, on fait un autre, l'entreprise aussi ici, il fait un calcul de maîtrise. Il fait un calcul de maîtrise, d'accord? Donc ici, c'est le mètre pendant. C'est le mètre pendant. D'accord? Donc ce mètre pendant, c'est quoi? C'est un mètre qui se fait pendant la réalisation. Donc ce mètre, il n'est pas basé sur les plans. Non, il est basé sur les relevés sur chantier. On fait un mètre sur ce qu'on fait. D'accord? Ce sont sur les quantités. C'est un mètre sur les quantités. Sur des relevés basés, donc ici basé sur les relevés sur chantier. Sur chantier. D'accord? Ça non, ça c'est basé sur les plans. D'accord? Ça c'est basé sur les plans. Ça, c'est basé sur les relevés sur chantier, sur les quantités réalisées. Donc ici, on donne les quantités réellement réalisées. Les quantités réellement réalisées. C'est-à-dire, tu vas aller sur chantier, tu vas prendre ton mètre, tu vas essayer de mesurer la section de votre semelle, qu'est-ce que vous avez réalisé. D'accord? Et à partir de ce relevé, vous allez monter votre calcul. Non, ici non. Donc vous avez le plan, tu prends les sections de le plan, tu essaies de faire les calculs. C'est plus réel que ça. Ça c'est plus précis. D'accord? Donc la réalisation. Après, bien sûr, à la fin de la réalisation, on fait un autre. D'accord? Ici, une fois on a terminé, donc bien sûr, là on parle de délai. Donc ici, c'est le délai de réalisation. Donc le délai de réalisation. D'accord? Donc nous avons normalement par exemple un délai de 6 mois, d'accord? Une année, 2 ans. Donc une fois à la fin de ces 2 ans, normalement l'entreprise doit finir. Donc, impérativement il doit finir. Sinon il aura des pénalités à payer. D'accord? Donc après la réalisation, d'accord? Donc ici on fait encore un maîtrise ici. Donc, on fait un maîtrise ici à la fin.
à la fin ici. Donc, ici aussi, on fait un métré, il s'appelle le métré après. Métré après. Donc, c'est quoi le métré après? C'est un métré qui se fait après la réalisation. C'est en fait une facture, en fait. C'est une facture détaillée. C'est aussi basé sur le relevé. Donc, c'est aussi, le métré après, il est basé sur les relevés. Sur les relevés sur chantier. D'accord? Mais c'est plus détaillé. C'est plus détaillé. Et c'est plus précis aussi, on va voir. D'accord? C'est plus détaillé, c'est plus basé. Donc, basé, c'est plus détaillé et plus précis. D'accord? C'est comme une facture. Parce qu'à la fin, l'entreprise doit préparer une facture détaillée pour être payée. D'accord? Donc, il ne va pas bien sûr appeler maître d'ouvrage en lui demandant de me verser la somme X. Bien sûr, il doit présenter un justificatif de tous les prix, toutes les quantités qu'il a mis en place. D'accord? Donc c'est ça. Donc pour les types de métrés, nous avons 3 types de métrés. Nous avons un métré avant qui se fait avant la réalisation. Il est fait par le maître d'œuvre basé sur les plans. Donc il s'appelle un avant-métré. Donc il y a une première, on va déjà détailler ça après. Donc, on a une estimation sommaire, mais c'est une estimation juste pour rassurer notre maître d'ouvrage, pour qu'il peut continuer, s'il va continuer ou non. D'accord? Et après, bien sûr, on peut sortir un coût estimatif. Donc après, dans la partie de réalisation, on fait des métrés pendant, donc basés sur les relevés sur chantier et les quantités réellement réalisées. Et l'entreprise, à la fin, il va faire un métré après. Maintenant, l'objectif de chaque métré. Pourquoi je fais un métré? Pourquoi je fais un métré avant? Pourquoi je fais un métré après? Maintenant, le rôle. D'accord? L'objectif. Donc, l'objectif d'un métré avant, c'est effectivement l'estimation préalable des projets. L'estimation, d'accord, préalable, d'accord, des travaux. Donc, pour que je connaisse le coût global du travaux avant de commencer, la réalisation. D'accord? Pour le métré pendant, nous avons plusieurs objectifs. Donc ça permet premièrement de faire une bonne conduite des travaux, d'accord, donc d'assurer je ne veux pas assez d'espace ici, d'accord, donc je vais l'écrire, je pense, non, donc ici, donc c'est pour assurer la conduite des travaux. Donc la conduite des travaux. D'accord? Donc assurer la conduite des travaux pour savoir est-ce qu'on a vraiment, on est en avance, est-ce qu'on respecte le délai. Je ne peux pas attendre à la fin du délai pour dire voilà, ah non, je suis en retard. Non, donc il faut contrôler ça au fur et à mesure. D'accord? Donc comment faire? Donc nous avons les quantités prévues dans les plans et nous avons la quantité qu'on réalise. Et on va voir, d'accord, l'avancement. Donc on est à 20% de la quantité qu'on doit réaliser, on est à 50%, on est à 80%. D'accord? Donc ça permet de faire ça. Deuxièmement, ça permet aussi de contrôler les quantités ou bien des postes qu'on peut pas mettre après. Par exemple, le post-terrassement, par exemple, la quantité de déblai et de remblai. D'accord? Donc, je ne peux pas attendre jusqu'à la fin de la réalisation pour quantifier le déblai. Le déblai doit être quantifié une fois on a fini le terrassement. D'accord? Là, la même chose pour la fondation. Donc, je ne peux pas attendre à la fin de la réalisation pour aller voir les semelles. Donc, je ne peux pas. Les messieurs, ils sont maintenant construits, ils sont enterrés. Je ne peux pas accéder. Donc pour les travaux qui seront inaccessibles, pour les travaux qu'on aura des problèmes pour les contrôler à la fin, d'accord, bien sûr toujours ça pour préparer notre facture, d'accord, il faut faire ça à ce stade-là, d'accord. Donc ça c'est pour contrôler les éléments qui seront cachés par la suite. Donc ici contrôler, d'accord, les éléments inaccessibles.
inaccessible. Inaccessible, c'est-à-dire les éléments qu'on ne peut pas accéder après la réalisation. Ou un troisième point, c'est quoi? C'est pour payer l'entreprise. En fait, la plupart, surtout pour les ouvrages d'art, les entreprises d'exécution ne peuvent pas attendre jusqu'à la fin pour être facturées sur la totalité des travaux. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez de moyens, je dis budgétaires, pour attendre jusqu'à la fin. Aussi, ils ont leurs charges, d'accord, ils ont leurs dépenses, c'est-à-dire payer le local, payer la main-d'œuvre, le matériel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des paiements périodiques. On appelle ça des acomptes. Donc, ils présentent des acomptes. Ce sont des demandes de paiement partiel. Donc, une fois par exemple, chaque 3 mois, il présente une facture des travaux qu'il a déjà réalisés. Et le maître d'ouvrage, bien sûr, il va lui verser ce montant-là. D'accord? Donc, ça, c'est pour contrôler ou bien payer. Donc, je n'ai pas, mais je vais quand même écrire ça ici. Donc, ça va être pour payer les acomptes. Payer les acomptes. Donc, les acomptes, c'est quoi? Les acomptes, ce sont les paiements périodiques. Les paiements périodiques et partiels. Donc, bien sûr, je ne vais pas lui donner tout le montant. D'accord? Mais juste une partie du montant périodique et partiel. Qui passe entre le maître d'ouvrage et entre l'entreprise. Ça s'appelle les acomptes. Donc le maître répondant, il sert à ça. Il sert à assurer la conduite pour savoir est-ce que tu es dans la bonne route, est-ce que la cadence des travaux elle est bonne ou non. Il faut accélérer, il faut retarder, ça dépend. Mais toujours si tu gagnes plus de temps, ça c'est bien pour toi. D'accord? Parce que le temps équivaut à de l'argent. D'accord? Et aussi pour contrôler les éléments inaccessibles. Donc pour les éléments qui seront inaccessibles par la suite, je ne peux pas attendre la fin. Donc je dois faire un maîtrise sur place. Et aussi pour payer les acomptes. Donc l'entreprise me demande de payer. Donc l'entreprise va présenter un calcul sur les quantités de matériaux qu'elle a déjà réalisées. Et bien sûr, à la fin, c'est le maîtrise après. L'objectif d'un maîtrise après, c'est quoi? C'est en fait la facturation des travaux. Donc, je n'ai pas assez de temps ici, je n'ai pas assez d'espace ici. Je vais la mettre ici. D'accord? Donc, c'est la facturation des travaux. La facturation des travaux. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour cette partie-là. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo sur l'ordre de précision. D'accord? Donc, je pense. Mais je ne sais pas. D'accord? Donc, je pense que je vais continuer. D'accord? Je vais essayer le chapitre. Je me continue à tenir beaucoup de vidéos. D'accord? Donc, pour les types de maîtrise, nous avons un maîtrise avant, un maîtrise pendant et un maîtrise après. D'accord? Chaque maîtrise, il est basé, donc le premier maîtrise, il est basé sur le plan, le maîtrise pendant, il est basé sur les relevés sur le chantier, et le maîtrise après, il est basé sur le relevé sur chantier. D'accord? Le rôle, ou l'objectif, le maîtrise numéro 1, il sert à estimer préalablement les travaux. Le maîtrise numéro 2, il a pour objectif 3. Et le troisième, c'est pour la facturation des travaux. Ça veut dire quoi, la facturation des travaux? C'est pour payer l'entreprise. Pour payer l'entreprise. D'accord? Donc, je vais enchaîner sur une autre vidéo, je pense, d'accord? Et donc, à la quatrième, vidéo.